Bonjour, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour le second cours, l'appareil locomoteur, que l'on appelle également l'appareil musculo-squelettique. Comme vous vous en doutez, c'est un système qui contribue au mouvement, mais également au maintien de la posture. En fait, il est constitué lui-même de 3 systèmes différents: le système squelettique, le système articulaire et le système musculaire. Tout d'abord, commençons par le système squelettique, qui correspond en soi à la charpente du corps. Il va être constitué de 2 éléments, à savoir les os et le cartilage, que l'on retrouve aux extrémités des os. Ensuite, nous avons le système articulaire qui va rendre possible le mouvement et qui est lui-même constitué de 2 éléments, le système osseux, que l'on a vu précédemment, et les ligaments. Et enfin, le système musculaire qui, lui, va exécuter le mouvement et qui sera constitué des muscles et des tendons. Commençons par un peu d'anatomie. Tout d'abord avec le système squelettique. Retenez que nous avons en moyenne 206 os constants à l'âge adulte, ce qui représente environ 20% du poids de notre corps. Nous allons classer ces os en 3 catégories. Nous avons les os longs, les os courts et les os plats. Quelques exemples que vous pouvez voir sur le schéma qui apparaît à l'écran. Pour les os longs, vous avez le fémur, donc c'est l'os principal qui va constituer le membre inférieur. Vous avez les os courts au niveau des mains ou des pieds, donc notamment au niveau des mains, les phalanges. Et puis enfin, vous avez les os plats, et c'est ce que l'on a au niveau du dos, c'est l'omoplate, et qu'on appelle la scapula. Donc concrètement, vous le voyez ici avec les grands traits noirs, on peut vraiment distinguer plusieurs parties au niveau du corps. Vous avez en haut les os de la tête, vous avez ensuite de chaque côté les membres supérieurs droit et gauche, les membres inférieurs droit et gauche, et puis pour retenir les membres au tronc, eh bien vous avez pour les membres supérieurs la ceinture scapulaire, c'est l'épaule, et pour retenir les membres inférieurs au tronc, vous avez la ceinture pelvienne qu'on appelle la hanche. Cette fois-ci pour le système articulaire. Donc en fait, l'articulation, ça va être la zone de jonction entre plusieurs os. Donc elle va être maintenue entre elles par des ligaments, et on distingue 3 types d'articulation également. Nous avons d'abord l'articulation dite fibreuse, que l'on appelle la synarthrose. Donc c'est les exemples que vous voyez apparaître à l'écran. Vous allez retrouver ces articulations par exemple au niveau du crâne. Donc c'est les petites sutures fibreuses qui relient les os du crâne. Vous allez également les retrouver au niveau de la dent ou encore au niveau des os du bras. Donc la particularité de ces articulations fibreuses, c'est qu'elles sont pour ainsi dire fixes, donc peu mobiles. Vous avez ensuite les articulations cartilagineuses, qu'on appelle également symphyse ou synchondrose. Donc vous allez retrouver ces articulations entre les vertèbres ou reliant les côtes au sternum. Et donc la particularité de ces articulations, c'est que cette fois-ci, elles ne sont pas constituées en fait de tissus conjonctifs fibreux, mais elles vont être, les os vont être reliés entre eux par du cartilage. Et cette fois-ci, nous avons une articulation qui n'est plus fixe, mais qui est semi-mobile. Et enfin, vous avez l'articulation dite synoviale. Cette articulation, on va la retrouver par exemple au niveau du genou. C'est l'articulation qui sera la plus mobile. Elle va être pourvue d'une cavité articulaire entre les os qu'elle va unir. Donc on voit que la surface articulaire, elle est bien recouverte de cartilage. Et en fait, vous avez une sorte de capsule qui est formée au niveau de cette articulation, donc fermée grâce à une membrane synoviale. Et au centre, en rouge, vous pouvez voir que vous avez du liquide articulaire. Et ce liquide va éviter les frictions entre les 2 cartilages des extrémités des os, et ça évite d'abîmer en fait le cartilage. Cette fois-ci, le système musculaire. Donc les muscles sont des tissus qui vont se contracter pour déplacer les différentes parties du corps. Il faut savoir qu'on a un peu plus de 300 muscles différents dans le corps humain et qui représentent environ 40% de la masse corporelle totale. Là aussi, on distingue 3 types de muscles. Vous avez les muscles squelettiques, donc ils sont reliés aux os. En général, ils vont par paires, par exemple les biceps, et ce sont des muscles volontaires, c'est-à-dire qu'on les fait bouger lorsqu'on le décide. Vous avez ensuite les muscles lisses. Donc, eux, ils vont entourer les artères, les veines, les intestins. Donc, ils vont permettre, en fait, par exemple, la contraction des vaisseaux sanguins pour ajuster le flux du sang. Et les muscles lisses des intestins vont se contracter pour faire avancer les aliments et les sels dans le tube digestif. Donc, ces muscles-là, il n'est pas possible de les contrôler, contrairement aux muscles squelettiques, ils vont fonctionner de manière autonome.
Et enfin, on a un muscle très spécial que l'on appelle le muscle cardiaque. Donc, c'est un muscle unique dans notre corps. Et évidemment, ce muscle doit toujours être en mouvement, il ne doit jamais s'arrêter et il n'est pas contrôlé volontairement. Nous allons maintenant voir la constitution du tissu osseux. Donc, c'est un tissu que l'on dit conjonctif et qui est constitué de 3 éléments. Donc, tout d'abord, vous avez la matrice extracellulaire qui est richement minéralisée, qui contient beaucoup de calcium et de phosphore et qui donne au tissu osseux toute sa rigidité et sa solidité. Vous avez ensuite les cellules osseuses. Donc, on en distingue plusieurs sortes. Celle qu'on va retenir, la cellule mature du tissu osseux, ce sont les ostéocytes. Et enfin, vous avez des vaisseaux sanguins. L'os va être richement vascularisé puisqu'il a besoin, pour fonctionner, pour se renouveler, de nutriments. Alors, l'une des particularités du tissu osseux, c'est ce qu'on appelle l'ossification. Et l'ossification, c'est le processus de formation des os. Donc, il en existe 4 de processus. On a d'abord l'ossification primaire, qui est la formation dite initiale des os et qui a lieu au stade embryonnaire. Donc, ça vise en fait à remplacer le mésenchyme embryonnaire par du tissu osseux. Vous avez ensuite l'ossification secondaire qui a lieu durant l'enfance, en fait, jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est la croissance des os jusqu'à l'âge adulte. Vous allez avoir la formation du cartilage articulaire au niveau des extrémités des os, qui va remplacer du coup le tissu osseux. Vous avez enfin l'ossification tertiaire. Donc, il s'agit du remaniement osseux chez l'adulte. Donc, cette ossification, elle va avoir lieu durant toute votre vie d'adulte. Tout simplement parce qu'en fait, la cellule osseuse, elle va avoir une durée de vie limitée. Donc, quand un ostéocyte meurt, il faut qu'il soit remplacé par un nouveau, etc., etc. Et enfin, vous allez avoir un processus un peu spécifique d'ossification, c'est ce qu'on appelle la réparation des fractures. Donc, c'est lorsqu'il y a une rupture de la continuité d'un os, et la consolidation, elle va se faire par remaniement osseux. Donc, justement, pour vous donner un exemple d'ossification, donc vous allez avoir des cellules qui vont mourir parce que c'est la mort cellulaire programmée, c'est naturel. Donc lorsque l'ostéocyte arrive en fin de vie, il déclenche sa mort cellulaire qu'on appelle l'apoptose. Évidemment, ces cellules mortes doivent être débarrassées, donc on a des cellules très spéciales dans l'organisme, et notamment ici au niveau des os qu'on appelle les ostéoclastes, qui vont s'activer et qui vont venir en fait là où se trouvent les cellules mortes. Donc c'est le petit schéma que vous avez tout en bas, et il va manger en fait ces cellules mortes pour s'en débarrasser. Une fois que les cellules mortes sont détruites, cet ostéoclaste va lui-même mourir puisqu'il ne sert plus à rien. Et ensuite, vous voyez qu'il y a un petit creux, et ce petit creux va devoir être comblé par de nouvelles cellules. Donc, vous allez avoir une stimulation en fait des cellules dites souches qui vont se différencier pour devenir matures et devenir des ostéocytes et migrer vers cette zone où il manque des ostéocytes. Et c'est ce qu'on appelle le remaniement osseux. Donc maintenant, si on parle du tissu musculaire, donc là, on peut voir sur le schéma de quoi est constitué en fait le muscle. Donc principalement, donc on a une extrémité, c'est le tendon, qui va retenir le reste du muscle à l'os. Vous allez avoir un ensemble de fascia, donc c'est tout un tissu conjonctif qui va recouvrir et protéger les muscles. Vous allez avoir ensuite les faisceaux musculaires, donc c'est ce qu'on voit ici. En fait, vous avez plein de petits faisceaux musculaires et c'est ce qui va former le muscle dans son intégralité. Et en fait, chaque faisceau musculaire va être constitué de cellules musculaires, c'est ce qu'on appelle des fibres musculaires. Et ces fibres, elles ont un nom, ce sont les myocytes. Donc, si on s'arrête quelques instants sur le myocyte, on a vu dans le cours d'introduction pour la cellule donc de quoi elle était constituée, d'une membrane, de noyaux, de mitochondries, de réticulum endoplasmique et d'autres organites fonctionnels. Et bien ici, ça va être exactement la même chose, c'est juste que les noms vont être un peu plus spécifiques à cette cellule qui a la particularité d'être très allongées. C'est des cellules qui peuvent être vraiment très grandes. C'est pourquoi souvent on va retrouver plusieurs noyaux. Vous avez donc évidemment en jaune-orange les mitochondries, je vous rappelle, qui permettent de stocker et produire l'énergie sous forme d'ATP. Donc ce sera absolument vital pour la fonction de contraction musculaire puisqu'on a besoin d'énergie pour contracter nos muscles. On va avoir également, vous pouvez le voir en bleu, c'est ce qu'on appelle ici le réticulum sarcoplasmique. Donc c'est la même chose que le
réticulum endoplasmique qu'on retrouve dans les autres cellules. Donc celui-ci d'organite, je le cite car il a cette particularité de stocker le calcium, et on verra que le calcium a un rôle très important dans la contraction musculaire. Vous avez donc évidemment le sarcolemme, c'est la membrane plasmique, hein, donc c'est le feuillet violet que vous pouvez voir tout autour. Et puis vous avez ces longs filaments rouges, et ces filaments, du coup, ce sont des organites bien spécifiques, donc qui sont constitués de myofilaments dits épais et fins, et c'est eux qui vont permettre de se contracter en se raccourcissant. Donc pour comprendre comment fonctionne, comment se déclenche la contraction musculaire, il faut savoir que tout se passe au niveau de ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Donc comme son nom l'indique, elle fait intervenir deux éléments, des neurones et des myocytes. Donc le neurone, c'est ce qu'on voit sur le schéma, c'est ce qu'ils appellent la terminaison axonale, hein, c'est le petit embout rose. Et puis le myocyte, eh bien, c'est toute la cellule du bas que vous voyez, où va avoir lieu les différentes réactions. Donc pour que la contraction musculaire ait lieu, on va avoir besoin de calcium, je vous en ai parlé tout à l'heure, et d'ATP, mais également de neuromédiateurs. Donc les neuromédiateurs, ce sont des particules chimiques qui vont aider à transmettre l'information. Donc en gros, ici, comment ça se passe? Au niveau de la terminaison axonale, vous avez l'arrivée d'un potentiel d'action. Donc on aura l'occasion de rentrer plus en détail sur ce qu'est un potentiel d'action dans le cours du système nerveux. Donc c'est ce qui va permettre de transmettre l'information nerveuse. Donc en gros, le système nerveux central décide de contracter un muscle, il va transmettre une information électrique, il va se propager le long de cet axone, et arriver tout au bout au niveau de la terminaison, vous voyez plein de petits ronds. Ce sont des vésicules qui contiennent tous les petits points violets qui ont été libérés en fait dans la jonction, et ces petits points violets, c'est justement les neuromédiateurs. Donc quand l'influx nerveux, le courant électrique arrive à la fin de l'axone, il va stimuler ces petites vésicules qui vont devenir mobiles, qui vont migrer vers la membrane de l'axone, qui vont fusionner avec pour pouvoir libérer dans l'espace, donc dans la jonction neuromusculaire, les neuromédiateurs. Sur la cellule musculaire, on peut voir qu'il y a en rouge, un peu sous forme de triangle, vous avez des récepteurs à ces neuromédiateurs. Donc les neuromédiateurs vont se fixer dessus, et à ce moment-là, ça va activer la cellule musculaire. Quand la cellule musculaire va être active, son réticulum endoplasmique qui contient le calcium va s'ouvrir et va libérer dans la cellule le calcium. Lorsque le calcium va entrer en contact avec les fibres que vous avez tout en bas de l'image, donc c'est les myofilaments, eh bien ATP plus le calcium va permettre d'activer ces fibres qui vont se contracter et qui vont se raccourcir vers le centre, et c'est ce qui va former la contraction musculaire. Donc, la contraction, qu'on va appeler contractilité, pour bien comprendre comment elle fonctionne, je vous ai dit, elle fait intervenir deux organites qu'on appelle myofilaments. Vous avez deux myofilaments différents. Le premier que vous voyez en rouge, c'est le myofilament d'actine, et celui que vous voyez en bas en jaune, c'est le myofilament de myosine. Donc, le myofilament de myosine a la particularité d'avoir des petites têtes, et donc à la base, ces filaments, ils sont vraiment rapprochés, parallèles les uns aux autres, mais ils ne se collent pas. Et donc justement, on va voir ensuite, lors du cycle de la contraction, ce qui se passe. Donc lorsque vous avez sur le schéma à droite de l'écran, vous voyez tout au-dessus, vous avez les deux filaments. Donc en bleu-vert, vous avez l'actine. En rouge, vous avez la myosine avec sa tête. On voit que les deux filaments ne se touchent pas. Vous avez des molécules ATP mais qui ne sont pas actives. Et ensuite, l'ATP va s'activer puisqu'il va y avoir une concentration de calcium qui va augmenter dans la cellule. À ce moment-là, vous pouvez voir que la tête de myosine, donc c'est l'étape numéro 2, elle va commencer à bouger. Et ensuite, elle va se coller à l'autre myofilament d'actine. Une fois que c'est fait, la tête, elle va s'incliner vers le centre de la cellule, et comme elle est collée au myofilament d'actine, il se passe une sorte de glissement, et ça provoque un raccourcissement des deux chaînes. Donc, pour récapituler, on a une dégradation de l'ATP, on a la formation d'un pont d'union grâce à la tête de myosine entre les deux myofilaments. Vous allez avoir ensuite un glissement au centre de la cellule, donc c'est le raccourcissement des myocytes, donc la contraction. Et quand tout ça c'est fait, eh bien, quand on ne veut plus se contracter, il faut éviter que les myofilaments soient stimulés, donc il faut que le calcium reste dans le réticulum endoplasmique. Donc pour ça, il faut que la stimulation du neurone s'arrête, et vous allez avoir une séparation des têtes de myosine et d'actine. Et le cycle peut après recommencer.
Alors, on a vu que le système musculo-squelettique va permettre, bien sûr, de favoriser le mouvement, donc ceci grâce à l'interaction des muscles avec les os et les articulations, et il existe plusieurs types de mouvements. Donc, vous allez avoir, par exemple, les glissements, donc c'est ceux qu'on va retrouver au niveau des os de la main. Donc, vous allez avoir un mouvement d'avant-arrière, en fait, des articulations intercarpiennes. Vous allez avoir aussi des mouvements angulaires, donc c'est par exemple la flexion, l'extension au niveau de la tête, mais vous allez aussi avoir l'abduction, la circonduction. Vous allez avoir la rotation, donc c'est quand on tourne la tête par exemple pour dire non. Et puis on va également avoir des mouvements un peu plus spéciaux, donc par exemple quand vous avez l'élévation ou l'abaissement, donc ça on peut le retrouver quand on ferme ou quand on ouvre la bouche. Vous avez aussi la protraction, c'est quand vous avancez la mâchoire, par exemple. Euh, vous avez également la supination, quand vous mettez les paumes des mains vers le haut, etc. Donc nous allons maintenant regarder quelles sont les différentes fonctions de l'appareil locomoteur. Donc la fonction principale, on l'a déjà cité plusieurs fois, c'est bien entendu le mouvement. Les muscles vont se contracter et ils vont agir comme des leviers sur les os. Donc c'est vraiment la première fonction, puisque les muscles vont nous permettre de courir, de marcher, de nager, mais ils vont permettre plein d'autres choses, hein, l'écriture, le hochement de la tête, d'attraper quelque chose, de communiquer également. Et ils vont également avoir un rôle très important dans certaines fonctions vitales comme la respiration, l'incontinence urinaire ou fécale, la mastication, la déglutition. Mais ils vont intervenir également dans certains sens comme l'audition, la vue. Et puis également, la contraction des muscles squelettiques va permettre de stabiliser les articulations et vont contribuer à les renforcer lors des mouvements. L'autre fonction que nous avons pour cet appareil, ce sera le maintien de la posture. Donc les muscles sont très utiles également en absence de mouvement. Ils vont aider à maintenir la position du corps quand on est assis, quand on est debout. Et il faut savoir qu'il y a des muscles qui sont continuellement contractés dès le réveil. C'est le cas par exemple du muscle du cou pour maintenir la tête droite. Donc évidemment, ce maintien, ce soutien, on va également le retrouver au niveau du système squelettique, puisque les os sont des structures qui sont très rigides, qui vont servir en fait de support aux tissus mous et de point d'attache pour les muscles et les tendons. Vous avez ensuite la protection. Donc les os, vous vous en doutez, servent entre autres à protéger notamment les organes vitaux. Donc par exemple la boîte crânienne, elle va protéger le cerveau. Vous allez avoir la cage thoracique qui va protéger le cœur et les poumons. Et vous avez aussi les vertèbres qui vont protéger certains organes qui sont dans la cavité abdominale au niveau postérieur, mais également protéger la moelle osseuse qui passe au centre des vertèbres. L'autre fonction du système musculo-squelettique, c'est l'homéostasie des minéraux et de la température corporelle. Donc en effet, pour la production de chaleur, les muscles, lorsqu'ils vont se contracter, vont générer de la chaleur. On parle de thermogénèse. Et une partie de cette chaleur permet de maintenir une température normale dans l'organisme, à savoir 37 degrés. Donc on va avoir certaines contractions volontaires de muscles, comme les frissons, qui s'accompagnent d'une production importante de chaleur et qui vont aider en fait à réchauffer l'organisme. Donc l'homéostasie des minéraux, ça va être notamment au niveau des os, puisqu'ils vont servir de réservoir à de nombreux minéraux comme le calcium et le phosphore, qui seront libérés dans le sang selon les besoins de l'organisme. Donc le système squelettique, il a vraiment un rôle primordial dans l'homéostasie du calcium. Et donc la moindre modification de la concentration sanguine de calcium peut être fatale. Si la calcémie va être trop élevée, le cœur risque de cesser de battre, donc c'est l'arrêt cardiaque, mais si elle est trop faible, eh bien les muscles liés à la ventilation pulmonaire risquent de ne plus fonctionner, c'est un arrêt respiratoire. Donc il faut toujours maintenir cet équilibre. Donc également au niveau du système squelettique, il y a la formation des cellules sanguines. Il y a certains os comme la colonne vertébrale, le crâne, les côtes, le sternum, le bassin vont contenir une moelle osseuse qu'on appelle une moelle rouge ou tissu hématopoïétique. Et cette moelle, elle va produire les différentes cellules du sang à partir de cellules souches. Et donc ce processus, c'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse. Enfin, on a le stockage et le déplacement des substances dans l'organisme. Donc les tissus musculaires lisses, ils vont permettre le stockage d'aliments. Donc c'est ce qu'on va retrouver grâce aux muscles sphincters œsophagiens par exemple, mais ils vont également permettre le déplacement de différentes substances. Par exemple, le déplacement du sang grâce aux muscles lisses de la paroi des vaisseaux sanguins,
Le déplacement de la nourriture grâce aux muscles lisses du tube digestif, le déplacement également des gamètes au niveau du système génital ou encore de l'urine au niveau du système urinaire. Et au niveau du système squelettique, vous avez également un stockage de triglycérides et cette fois-ci on parle de moelle osseuse jaune. Et ça va être concentré essentiellement dans les os longs qui contiendront beaucoup de cellules graisseuses qu'on appelle des adipocytes. Pour conclure, nous allons retenir que le système musculo-squelettique est constitué de 3 systèmes. Le système squelettique avec les os. Donc nous savons qu'il y en a des os plats, des os longs, des os courts. Les os, leurs cellules fonctionnelles, c'est l'ostéocyte. Ils vont être une grande réserve de calcium, ce qui va permettre de maintenir l'homéostasie. Ils vont également permettre la fabrication des cellules sanguines dans la moelle osseuse rouge et ils vont bien sûr permettre le maintien de la posture et également protéger les organes vitaux. Ensuite, vous avez le système articulaire qui, lui, est constitué de 3 types d'articulations. L'articulation de la moins mobile à la plus mobile, vous avez l'articulation fibreuse, cartilagineuse et synoviale. Et enfin, nous avons le système musculaire qui, lui, va permettre d'exécuter le mouvement et va contribuer également à la régulation de la température. Et il va être constitué d'une cellule fonctionnelle qu'on appelle le myocyte. Pour la contraction musculaire, tout va se passer au niveau de la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire la jonction entre la fin du neurone et la cellule musculaire. Le neurone va stimuler le myocyte. Le myocyte va libérer son calcium au sein de sa cellule, ce qui va permettre la contraction des myofilaments d'actine et de myosine. Avant de passer à la vidéo suivante, je vous conseille de faire les exercices qui sont associés à ce système et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo, le système tégumentaire.